Aujourd'hui, je vais vous présenter mes travaux de thèse intitulés Études expérimentales et numériques de l'hydroformage du tube métallique. Donc, il a été encadré par M. El Marsan et en co-encadrement M. Ali Khalfal. Donc, dans ce travail-là, on est intéressé à l'hydroformage du tube. C'est un procédé donc, de mise en forme donc, qui permet de réaliser des pièces de forme complexe à partir des tubes vierges. Ce procédé-là, il existe depuis plus qu'un demi-siècle, mais il n'est industrialisé que pendant la dernière décennie du XXe siècle. Donc, il consiste à former un tube à l'intérieur d'une matrice par l'application d'une pression à l'intérieur et des efforts d'action aux extrémités. Voilà, donc ce procédé-là présente plusieurs avantages. En effet, donc, il permet de fabriquer des pièces rigides, de tolérance dimensionnelle faible, et de pouvoir aussi, il permet une bonne flexibilité au niveau de la conception, puisqu'il permet donc de fabriquer des pièces de forme complexe. Il peut nous permettre donc d'éliminer les opérations secondaires comme les soudages et le pliage, et il permet d'avoir toute une structure à partir d'une seule pièce au lieu de fabriquer plusieurs pièces et les assembler par la suite. Les premières utilisations de ce procédé-là étaient avec les installations sanitaires, puis il a intégré d'autres industries comme l'industrie automobile, l'industrie aéronautique, aérospatiale et l'industrie navale. Je vais présenter quelques pièces automobiles qui sont fabriquées par le formage. Donc il y a le cadre, les portes, les châssis, les berceaux de moteur, les échappements et les essieux à air. Maintenant, donc, on va présenter les problématiques de ce sujet. Donc, pour réaliser une opération de l'hydroformage, plusieurs facteurs qui peuvent entrer en jeu, comme le trajet de chargement, la géométrie des outils, la friction entre le tube et la matrice, et les paramètres du matériau. Mais pour avoir une pièce qui n'est pas défectueuse, on a intérêt donc, à optimiser ces paramètres-là. Puis, donc, la simulation numérique constitue un outil qui est robuste et pertinent donc, pour effectuer cette optimisation. Mais on a intérêt donc, pour avoir une bonne prédiction du procédé, on a intérêt à introduire les paramètres du matériau avec précision. Donc l'objectif de ce travail, c'est la détermination des paramètres de comportement de ce type de matériau avec précision. Cela revient à développer une méthodologie d'identification qui nous permette d'avoir les paramètres du matériau en tube utilisés en hydroformage. Je vais présenter une petite étude bibliographique sur les méthodes d'identification. Donc, une méthodologie d'identification, elle est basée essentiellement sur trois éléments. Le modèle de comportement qui doit décrire le comportement du matériau dans son état de chargement. L'essai expérimental qui doit être capable de perturber les caractéristiques mécaniques qu'on cherche, et la méthode d'identification qui doit contenir le minimum de sources d'erreur, ça veut dire qu'il doit contenir le minimum d'approximation qui va nous éloigner de la solution. Donc, dans la littérature, les méthodes analytiques sont très utilisées pour identifier les lois de comportement des matériaux tubulaires. Donc, une méthode analytique consiste donc à passer d'une donnée expérimentale mesurable donc, à une variable locale à travers un modèle analytique, puis avec un simple lissage donc, de cette courbe-là, on obtient les paramètres souhaités. Dans le cas des essais homogènes, le passage des variables globales aux variables locales est facile, il ne nécessite pas d'approximation, mais généralement les essais homogènes sont des essais qui présentent des trajets de chargement simples et ne sont pas riches en informations. Pour des essais inhomogènes qui présentent des trajets de chargement assez complexes, donc le passage de variables locales globales aux variables locales est des fois difficile avec une méthode analytique, mais il nécessite parfois des approximations. Passons maintenant aux essais expérimentaux. Donc, généralement, l'essai de traction est très utilisé pour la caractérisation des matériaux, puisqu'il est expérimentalement simple et le déploiement des résultats est facile. Mais il présente quelques inconvénients, c'est que
au moment de fabrication du tube, les propriétés du matériau peuvent subir une modification, soit par l'extrusion ou par rodage. Et la déformation maximale atteinte lors d'un essai de traction est beaucoup moins faible que celle atteinte lors du procédé d'hydroformage. Et finalement, donc, cet essai-là est uniaxial, tandis que dans une opération d'hydroformage, le matériau subit un trajet de chargement qui est multi-axial. Il y a aussi l'essai d'hydroformage de tube libre. C'est un essai qui est biaxial, dont le trajet de chargement est similaire au procédé d'hydroformage, et c'est un essai qui est riche en informations, mais l'inconvénient de cet essai qu'il est inhomogène et l'utilisation des méthodes analytiques peut nous poser quelques difficultés. D'où donc on va dégager les points suivants. Donc on va d'abord on va présenter le modèle de comportement, on va identifier les paramètres du modèle à partir des essais de traction, puis on va présenter les essais d'hydroformage. Avant ça, on va présenter la machine d'hydroformage qu'on a conçue et fabriquée. Puis on va exploiter ces résultats-là pour identifier les paramètres du modèle à partir de une méthode analytique. La même base de données va être exploitée pour identifier les paramètres du matériau à partir de notre méthodologie qu'on a développée. Et les résultats donc, vont être présentés par la suite et discutés. La validation donc, sera réalisée avec une matrice de section carrée, et à la fin on va finir par une conclusion. Les matériaux qu'on a utilisés sont des tubes roulés et soudés par induction en acier de S235 de diamètre 50 mm et d'épaisseur 1,2. Aussi, il y a des tubes extrudés en alliage d'aluminium de diamètre 50 mm et d'épaisseur 2. Ces derniers tubes présentent une faible formabilité à leur état de réception, mais comme l'indique la figure à gauche, et après le recul, donc, on a amélioré leur formabilité. Voilà donc le modèle de comportement qu'on a adopté à ces matériaux-là. C'est un modèle de comportement élastoplastique utilisant le critère de plasticité orthochordéide. Il est écrit sous sa forme de contrainte plane, puisqu'on a négligé la contrainte normale suivant l'épaisseur. Et on a utilisé la loi de on a adopté la loi de Swift pour l'acier et la loi de Boas pour l'aluminium. Donc on va identifier les paramètres d'anisotropie R0 et R90. Puis on va identifier les paramètres de surlissage Kn epsilon 0 pour l'acier et sigma 0 QEC pour l'aluminium. Passons maintenant à présenter l'identification à l'aide de l'essai de traction simple. Donc pour réaliser cette identification, les essais ont été effectués sur des éprouvettes, sur deux types d'éprouvettes. Les premiers types, ce sont des éprouvettes découpées directement du tube, dans la direction axiale. Et le deuxième type, ce sont des éprouvettes découpées dans trois directions différentes à partir d'un tube qui est aplati. Oui, donc ces éprouvettes-là sont découpées suivant la norme ASTM et on a récupéré la contrainte normale et les déformations longitudinales et transversales. Voici donc le résultat de l'identification du pôle d'acier. Donc on représente la courbe à gauche, c'est la courbe de contrainte déformation pour expérimentale, puis le lissage avec la loi de Swift. La courbe de droite, c'est la courbe de déformation transversale en fonction de la déformation suivant l'épaisseur. Cette courbe-là va servir donc à calculer ou à mesurer le coefficient de l'emploi qui est défini par la pente de cette droite-là. Et donc, ce tableau suivant illustre tous les paramètres qu'on a identifiés à partir de cette direction concernant l'acier. La même chose était réalisée pour l'aluminium. Puis, donc, avant de réaliser notre identification analytique, on va présenter d'abord les essais expérimentaux en hydroformage du tube. Mais avant ça, on va présenter la machine qu'on a conçue et fabriquée, donc la machine d'hydroformage du tube. C'est une machine qu'on a conçue et donc elle a été fabriquée en sous-traitance par la société A2M conformément au dossier de conception qu'on a fourni. Elle mesure 2 mètres de longueur, 1 mètre de hauteur et 70 cm de largeur. C'est une machine qui présente une capacité de gonflement de 700 bars et des efforts axiaux de 20 tonnes. C'est une machine qui présente une bonne flexibilité puisqu'elle permet de gonfler des tubes à diamètre et épaisseur différents.
et la largeur de gonflement peut aller jusqu'à 120 mm. Deux configurations sont possibles avec cette machine. On peut soit gonfler des tubes à extrémité fixe ou en déplaçant les extrémités et en exerçant des efforts d'action. Cette machine est composée essentiellement de deux grandes matrices. La première elle est fixe sur la table et la deuxième peut changer de position pour varier la zone libre ou la zone libre grâce aux deux lumières qui sont posées ici. Puis, donc, la première configuration, on utilise des pistons et des matrices intérieures de forme conique. Et donc, la fixation de l'extrémité du tube va être assurée par l'évasement de ce tube-là, donc entre les deux formes coniques. Dans la deuxième configuration, donc, les pistons et la matrice conique vont être remplacés par d'autres cylindriques. Et donc, seulement que ce piston-là présente une légère conicité à son extrémité pour être coincé à l'intérieur du tube. Et comme ça, on peut voir donc, le déplacement et l'étanchéité en même temps. Voici donc, on va présenter les essais du déformage. On a réalisé deux campagnes d'essais. La première campagne d'essai est réalisée sur des tubes à extrémité fixe. La zone gonflée est de 60 mm. On a gonflé des tubes jusqu'à l'éclatement, puis on a récupéré la pression et la hauteur au pôle grâce aux deux capteurs qui sont installés sur la machine. La deuxième campagne d'essai consiste donc à imprimer un dépôt de grille d'abord sur le tube, puis de gonfler plusieurs tubes à différents stades de pression. Donc l'identification analytique, on va la présenter maintenant. Voilà, pour déterminer une déformation équivalente, elle est déterminée à partir de cette équation-là, et les composantes du tenseur de déformation, elle est déterminée par ces relations-là, et en calculant, bien sûr, en introduisant les paramètres expérimentaux, Rθ qui est égal à la rayon initial du tube plus la hauteur gonflée, et puis l'épaisseur expérimentale. La contrainte équivalente, donc, elle est déterminée à partir de deux équations de membrane et d'équilibre qui expriment les composants du tenseur de contrainte en fonction de la pression, l'épaisseur, le rayon de gonflement et le rayon de courbure. Les trois premiers paramètres sont mesurables soit en cours de l'essai ou en dehors de l'essai, mais le dernier paramètre il présente une petite difficulté, c'est qu'il ne peut pas être mesuré directement avec les moyens méthodologiques qui existent. Donc les auteurs ont proposé plusieurs méthodes pour déterminer ce rayon-là. On peut citer le modèle circulaire de Fujisawa qui assimile le profil du tube à un arc de cercle. Oui, et on peut déterminer, avec cette relation géométrique, on peut déterminer le rayon directement. Oui, le deuxième modèle, c'est le modèle elliptique de Rouen, qui permet, qui assimile à une ellipse, et avec un calcul itératif, on peut déterminer le rayon F. Un troisième modèle, c'est le modèle mathématique de Alpha, qui essaie de décrire le profil du tube par un polynôme, et en calculant les coefficients de ce polynôme-là, et avec une dérivation seconde, on peut déterminer le rayon F. Voici donc les résultats de l'identification pour l'acier. D'abord, pour chaque stade de pression, donc on enregistre la pression, la hauteur au pôle et l'épaisseur. Puis, on calcule ici donc, le rayon FI pour les deux modèles circulaires elliptiques pour chaque niveau de pression, et par suite les contraintes. Même chose était réalisée pour l'aluminium. Puis maintenant, on représente les résultats obtenus. Donc, on représente la courbe à gauche, celle de l'acier. Donc, on représente la contrainte de déformation expérimentale déterminée à partir du modèle elliptique et circulaire. Puis, avec le lissage de la loi de Swift. La deuxième courbe, c'est celle de l'aluminium. Et donc, le lissage a été réalisé avec la loi de Voss. Le tableau ci-dessous présente tous les paramètres d'écuissage qui sont déterminés à partir de cette méthode analytique pour les deux matériaux. Oui, donc pour passer, identifier les paramètres de ce modèle à partir de notre méthodologie développée. Donc d'abord, notre méthode elle est basée sur l'essai de déformage du tube
et la méthode d'identification inverse. La méthode d'identification inverse, c'est un couplage entre trois éléments. C'est les données expérimentales qui doivent être sensibles aux paramètres qu'on va identifier. Le modèle élément fini qui doit être capable d'expliquer la structure en géométrie, en chargement et en caractéristiques mécaniques, et il doit assurer la stabilité de la réponse. Puis, dernièrement, la procédure d'optimisation qui doit converger donc, vers un minimum global et éviter le minimum global. Cette méthode, donc, elle présente plusieurs avantages puisqu'elle permet donc d'utiliser même des essais ayant un trajet de chargement complexe et des lois de comportement qui sont avancées. Aussi, un autre avantage, c'est qu'avec cette méthode, on n'utilise pas d'hypothèses. Passons maintenant au choix de la réponse expérimentale qu'on va utiliser dans notre identification. Donc, il y a soit la hauteur au pôle, soit l'épaisseur au pôle, et donc une étude préliminaire a été réalisée et présentée en août 2008, a montré que la hauteur au pôle est plus sensible aux paramètres de coulissage que l'épaisseur au pôle, donc on va utiliser la courbe de hauteur au pôle en fonction de la pression. Voici donc finalement notre stratégie qu'on a utilisée pour l'identification du comportement de ces matériaux-là. Donc, on a réalisé des essais de traction desquels on a récupéré les paramètres de l'isotropie. Puis, on a réalisé des essais de reformage duquel on a récupéré la courbe expérimentale hauteur de pôle en fonction de la pression. On a construit un modèle élément fini auquel on a introduit des paramètres d'anisotropie issus des essais de traction et on a programmé une procédure d'identification, procédure d'optimisation qui essaie de comparer entre la réponse expérimentale et la réponse numérique et en changeant à chaque fois les paramètres de ça jusqu'à obtenir donc des paramètres qui donnent l'erreur minimale entre ces deux paramètres. Voilà, donc selon cette identification, on a utilisé l'algorithme d'optimisation de simplex. C'est vrai que il est classé parmi les méthodes directes, c'est le grand gagnant. C'est vrai que c'est une méthode qui est longue, qui utilise plusieurs itérations, mais c'est une méthode qui est robuste et converge généralement toujours vers un minimum global. Voilà, donc un travail préliminaire a été présenté dans un article en IJMMS en 2011 a montré la robustesse de cette méthode. Voilà, donc on a maintenant construit notre modèle élément fini qui est composé de deux entités, le tube et la matrice. On a modélisé la structure paramétrienne grâce à la symétrie matérielle et géométrique. Puis le tube il est modélisé par 500 éléments chaînes et voici donc les paramètres géométriques du modèle. Puis la pression, on a appliqué une pression linéaire qui allait de 0 à 23 mégapascal pour l'acier et de 0 à 10 mégapascal pour l'aluminium. La matrice a été modélisée en tant que rigide analytique, puis le coefficient de frottement entre la matrice et le tube il est fixé à 0,08. Les résultats de l'identification, donc on représente ici la courbe d'autopôle en fonction de la pression pour les deux matériaux. Là, c'est la courbe expérimentale. Puis la courbe en bleu, c'est la courbe qu'on a récupérée à la fin de la convergence de la procédure inverse. En bas, voici, donc, on représente les coefficients qu'on a obtenus à la fin de l'identification inverse. Pour valider donc, cette méthode, donc, on a introduit les paramètres déterminés à partir de l'essai de traction et de l'essai à partir de la méthode analytique. Et au modèle élément fini, puis on a récupéré donc la hauteur de pôle en fonction de la pression pour chaque méthode. D'abord, on aperçoit que la courbe donnée par la méthode inverse colle bien avec les points expérimentaux. Cela montre que les lois d'éclissage qu'on a utilisées se sont bien choisis. Puis, on constate que la méthode analytique et les sélections ne donnent pas de bons résultats et leur prédiction est loin de la courbe expérimentale. Donc on peut constater donc, que les essais de traction surestiment l'épaisseur. Aussi, donc, on a montré, on a tracé l'épaisseur au pôle en fonction de la pression. Comme vous voyez, on peut, la méthode inverse peut
prédire cette grandeur-là, mais tandis que pour la méthode analytique et l'essai de détection, elle présente donc des résultats qui sont loin de la courbe expérimentale. Cela montre que la méthode analytique n'arrive pas des fois à prédire des données qu'elle utilise au début du calcul analytique, et peut-être il est dû à l'utilisation de l'équation de Mondragon et aux approximations qui ont été réalisées ou faites sur la géométrie du tube. Donc la même chose est constatée pour la déformation circonférentielle. Puis on a donc tracé les profils du tube pour différents stades de pression, et on a superposé avec les courbes prédites par la méthode d'enquête. Donc on peut apercevoir que les courbes prédites collent bien avec les courbes expérimentales. Un travail de Lianfa et Cheng a réussi à coller quelques profils avec leur identification prédictive, mais dans leur travail, ils ont présenté d'abord quelques stades de pression, 2 ou 3 stades de pression. Aussi, ils ont oublié les extrémités. Parce que ici, on arrive à coller même aux extrémités, parce que ce phénomène-là il dépend en grande partie du rayon d'entrée de la matrice. Et par contre, Lianfa et Cheng ont omis cette partie. Voilà, donc malgré que notre méthodologie développée, elle arrive à prédire le comportement du matériau sous un état de chargement biaxial, mais elle nécessite d'être validée avec un essai qui est beaucoup plus complexe. Donc on va valider notre méthodologie en utilisant un cas de déformage plus concret, qui est le déformage en utilisant une matrice de section carrée. Voici, donc avant tout ça, donc, on va réaliser une étude numérique pour voir l'influence du paramètre qu'on a identifié sur la réponse avec laquelle on va valider. Donc pour cela, on va analyser l'effet du coefficient d'éclissage n du paramètre d'anisotropie R0 et R90, puis le coefficient de frottement mu sur le gonflement d'un tube à l'intérieur d'une matrice de section carrée. Voici le modèle d'éléments finis qu'on a construit. Il est constitué de 3 éléments, donc la matrice cylindrique, la matrice carrée et le tube. Et donc le tube il est modélisé par 1302 éléments type solide. Voilà, donc pour étudier l'influence de N, donc on a fixé le module de crissage K à 500 mPa et on a considéré le cas isotrope sans frottement. Puis le coefficient N il est changé, il est varié entre 0,2, 0,3 et 0,4. Ici on représente les isovaleurs de déformation suivant l'épaisseur. Donc ici on constate que lorsqu'on augmente N, la déformation maximale normale elle augmente et donc la formabilité de matériau augmente. La même chose elle est observée donc lorsqu'on trace la courbe de la distribution de l'épaisseur à l'intérieur de la section transversale donc, qui appartient au plan médian du cube. Voilà, donc pour étudier l'influence de R0, donc on garde les mêmes paramètres, sauf que ce coefficient est varié entre 0,5,1 et 1,5. Voilà, donc on représente ici les déformations normales. On peut observer que la variation ou l'influence de ce paramètre sur cette réponse n'est pas significative, mais ici, en traçant la courbe de l'épaisseur, donc on peut quand même apercevoir, donc lorsque on augmente ce paramètre-là, la différence entre l'épaisseur minimale et l'épaisseur maximale dans un libre augmente et par suite, donc l'augmentation de ce paramètre-là va produire donc la mauvaise distribution de l'épaisseur dans la section. Pour étudier l'influence de R90, donc on a utilisé aussi les mêmes valeurs, 0,5, 1 et 1,5. Puis en traçant ces courbes-là, les isovaleurs de la déformation, on peut constater que l'influence de ce paramètre-là est beaucoup plus importante que le dernier. Et en augmentant donc
ce coefficient-là, donc la déformation epsilon 3 augmente, diminue plutôt, et la formabilité du matériau diminue. Et en traçant donc la courbe des épaisseurs, donc on peut constater que lorsqu'on augmente ce coefficient-là, la distribution de l'épaisseur dans la section transversale, donc elle s'améliore et elle devient plus uniforme. Le dernier coefficient, c'est le coefficient de frottement. Donc, en analysant donc, les courbes de déformation, on peut constater, soit à partir des isomètres de déformation ou de la courbe des épaisseurs, que ces coefficients-là ne présentent pas une grande influence. Mais peut-être on peut observer ça clairement lorsque on utilise des coefficients de frottement qui sont plus élevés. Parce qu'ici, on utilise seulement 0, 0, 0,5 et 0,1. Peut-être on ne peut pas conclure une grande chose. Voilà, donc pour ici de validation, on a fabriqué une matrice de section carrée qu'on a montée sur la même machine et elle est intercalée entre les deux matrices. Voici des images réelles de cette matrice-là. À gauche, est-ce qu'elle est ouverte et à droite, est-ce qu'elle est fermée. Puis, on a réalisé deux essais de gonflement de cette matrice carrée pour chaque type de matériau et pour deux pressions différentes. Donc à la fin, donc, on introduit les paramètres identifiés au modèle élément fini du gonflement dans une matrice carrée, et puis on trace donc la courbe de distribution de l'épaisseur expérimentale superposée avec les courbes prédites par la méthode, notre méthodologie inverse et la méthode analytique. Donc on enregistre ici un décalage de 0,94% pour la méthode inverse et de 2,83% pour la méthode analytique. Ici, pour l'acier, on constate donc qu'on arrive, avec notre méthodologie développée, on arrive à prédire même un comportement sur un état d'échauffement plus complexe que c'est le bioformage libre qui est inversé. Puis, en analysant donc, la même courbe mais pour l'aluminium, donc on aperçoit un décalage de 16% pour la méthode inverse et 12,25% pour la méthode analytique. Et ce décalage-là, donc cet écart-là peut être dû à la non-suffisance du modèle de comportement qu'on a utilisé. Voilà, après donc, on a analysé l'uniformité de l'épaisseur dans cette zone-là. Donc on a enregistré l'épaisseur maximale et l'épaisseur minimale dans la zone libre. Et donc on aperçoit un décalage ou un écart qui est faible pour l'acier. Cela est dû au coefficient d'anisotropie qui est élevé, qui est de l'ordre de 1,5. Oui, le contraire est observé pour l'aluminium, et cela est dû peut-être au coefficient d'anisotropie qui est de l'ordre de 0,5. Voilà, pour conclure, donc, on a essayé de contribuer à l'amélioration de l'identification du comportement plastique anisotrope de ces matériaux-là. Donc, on a utilisé deux méthodes de la littérature. La méthode utilisant l'essai de traction et la deuxième méthode utilisant l'essai de hydroformage et une méthode analytique. Puis on a développé une méthode qui est basée sur l'hydroformage de tube libre et la méthode inverse. On a d'abord observé que la traction surestime la pression de gonflement, que la méthode analytique n'arrive pas des fois à prédire des choses, des variables ou des paramètres qui sont déjà introduits lors du calcul analytique. Et notre méthodologie développée, elle a présenté une bonne efficacité pour prédire l'essai d'hydroformage libre. Le critère de Hill, il a montré une bonne précision pour décrire le comportement de l'hydroformage libre, mais la faiblesse de ce critère-là se manifeste qu'il n'est pas capable de décrire le comportement sous deux types de sollicitation différentes, l'essai de traction et l'essai de gonflement libre. On a testé donc ces paramètres-là sur un cas de hydroformage concret, c'est le déformage d'un tube à l'intérieur d'une matrice carrée. Puis l'acier a montré une bonne corrélation avec l'expérimental, mais l'aluminium il diverge, donne un
un écart il a été observé. Et donc, on a dit que cela peut-être dû à la non-suffisance du critère qu'on a utilisé. Donc, en perspective, on peut dire qu'on peut utiliser d'autres critères qui sont plus avancés et dont le nombre de paramètres il est plus important, donc comme les critères non quadratiques. On peut exploiter la flexibilité de notre machine pour développer d'autres essais qui ont des chemins de chargement plus complexes. Cela peut-être nécessite d'équiper cette machine avec une centrale hydraulique pour contrôler le trajet de chargement entre la pression de gonflement et le déplacement axial. Et puis, donc, on peut valider avec un produit, avec une matrice qui est plus complexe que celle-ci, et donc prévoir la robustesse de notre méthodologie. Merci. Merci, monsieur.